Bonjour et bienvenue Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des droites pour la République et député des Alpes-Maritimes. C'est votre grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews. Parlons tout d'abord de la ville, de la cité phocéenne qui se réveille sous le choc. Éric Ciotti, rappelons ce périple meurtrier, cette attaque au couteau qui a fait hier 5 blessés, dont un grave. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre, un Tunisien. Alors, en situation régulière, non fiché S, mais très connu, bien connu, des renseignements territoriaux connus par la justice, notamment pour des violences intraconjugales, pour des propos antisémites, avec un tel pédigré, Monsieur Ciotti, et un titre de séjour valide. De quoi tout cela est le symptôme, selon vous? C'est le symptôme d'une immense naïveté, d'une grande lâcheté, d'une absence de courage de ceux qui nous dirigent depuis trop longtemps. Tout est dit, vous l'avez dit. Une carte de séjour de 10 ans, alors que cette personne était connue pour sa dangerosité. Un immigré, certes en situation régulière, mais avec une carte de séjour de 10 ans. Jusqu'en 2032. Ça, c'est une loi socialiste qui avait autorisé ces cartes de séjour de 10 ans. C'est totalement irréaliste, irresponsable. Il faut réagir. Hier, heureusement, que nos policiers, et je veux leur rendre hommage, ont neutralisé cet assaillant qui... On verra la qualification qui est donnée à cet acte. Mais enfin, il a quand même perpétué ses attaques au cri de Allah Akbar. Le mobile terroriste est écarté. Les témoignages, oui. Bon, à ce stade, je précise, je dis factuel. à ce stade. Bon, quand on crie Allah Akbar en essayant d'assassiner, puisque l'acte manifestement était prémédité, il est rentré dans cet hôtel avec des couteaux, avec une arme blanche. Voilà, donc c'est... le signe de ce qu'il faut arrêter, de ce que les Français ne supportent plus. C'est pas une fatalité pour vous, parce que, effectivement, vous le rappelez, connu des services de police et de justice, Éric Ciotti, en situation régulière, et sans doute n'a-t-il pas été expulsé ou vraiment suivi par nos services? On sait que les préfets sont débordés. Vous dites aujourd'hui que ces profils, qui sont très nombreux malgré tout, c'est pas une fatalité? Ils peuvent ne pas passer à travers les profils dangereux, quand ils sont étrangers, à tout le moins doivent être expulsés. C'est pas à la France d'assumer de prendre à sa charge tous les cas psychiatriques, toutes les personnes dangereuses, tous les criminels, tous les délinquants qu'ils viennent de n'importe quel pays. On n'a rien à faire de ces gens-là sur le territoire national. Pourquoi on les garde quand on sait qu'ils sont dangereux? Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place hier. Est-ce que c'est... On ne va pas personnaliser, mais est-ce que c'est malgré tout son échec aujourd'hui, le bilan du ministre de l'Intérieur, ou est-ce que c'est le résultat, vous venez de dire aussi, de 40 années pour certains de cécité idéologique? C'est l'échec de tous ceux qui gouvernent depuis trop longtemps avec les mêmes œillères, avec les mêmes codes. Et malheureusement, même si Bruno Retailleau ne pense pas comme eux, il agit comme eux. Il est rentré dans ce système impuissant, immobile, où on ne change rien, où on refuse par l'absence de courage ou par les contraintes que veulent nous imposer le Conseil constitutionnel, les directives européennes, d'être soumis. La France est soumise, on subit la violence, on subit l'actualité, on subit l'immigration. Eh bien, il faut arrêter de subir. Et il faut des gouvernants qui n'acceptent pas de subir. C'est pas, quand on est ministre, on ne commande pas l'actualité. C'est bien beau de se déplacer, de commenter, de dire il faut changer. Mais les Français, ce qu'ils attendent aujourd'hui, ce sont des réponses, ce sont des actes. Et je dirais, c'est surtout du courage. Et le courage, on le connaît. Il n'est pas chez ceux qui nous gouvernent depuis tant d'années. Vous nous direz qu'il y a le monopole, en tous les cas, là où il est le plus présent, selon vous, on a une idée. Les paroles, quand même, comptent aussi, le diagnostic, Éric Ciotti, lorsque l'ancien président Nicolas Sarkozy, dans Le Figaro, estime que le pire est à venir dans ce domaine. Il parle d'une menace existentielle, évoquant l'immigration pour l'Europe. J'imagine que vous partagez son diagnostic, mais est-ce que vous employez le même terme de menace existentielle? Bien sûr. Quand chaque année, on accueille plus de 500 000 étrangers, 520 000 l'année dernière, si on ajoute les demandeurs d'asile et ceux qui ont obtenu un titre de séjour, plus les mineurs non accompagnés. Vous prenez le chiffre maximaliste. Ce sont les chiffres officiels. Il n'est ni maximaliste ni minimaliste, il est officiel. Et on voit que dans ces immigrés, très peu proviennent de pays qui partagent la même histoire, la même culture, la même identité que nous. Et qui viennent avec la volonté d'importer leur mode de vie, qui sont très différents des nôtres. Ce n'est pas le cas de tous. Pas le cas de tous, mais une majorité.
une majorité qui veut importer ces modes de vie. Donc, on importe des menaces. Cette immigration de masse qui, depuis des années, vous savez, depuis 2012, le nombre d'entrées, j'évoquais ce chiffre de 500 000, a doublé. Mais c'est l'immigration irrégulière qui est une menace existentielle ou l'immigration tout court pour vous? L'immigration tout court. L'immigration tout court est une menace aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'immigration régulière que d'immigration irrégulière. Parce qu'il suffit d'arriver à la frontière et vous dites « je suis demandeur d'asile ». Et ça donne droit au versement d'une somme d'argent chaque mois, à l'octroi d'un logement, à la prise en charge de tous les soins médicaux. Mais pourquoi s'en priver? Parlons-en. Plus personne n'a envie d'être irrégulier, puisqu'on accueille tout le monde. On accueille tout le monde. Il suffit de dire, de n'importe quel pays, je suis demandeur d'asile. Et là, on rentre dans un processus qui est un processus insupportable et d'une naïveté extrême. Vous parlez des soins médicaux. Pendant que la France quand même est confrontée, on vient d'en parler, à des défis immenses. Et après ce qui s'est passé à Marseille, la ville s'est vraiment réveillée sous le choc. Et au-delà de Marseille d'ailleurs, c'est l'instabilité politique qui prime avec les consultations qui se poursuivent à Matignon. Et cette information selon laquelle le gouvernement veut désormais restreindre les soins pris en charge par l'aide médicale d'État, donc pour les étrangers sans papier, la fameuse AME, ce que vous demandez depuis des années, y compris le Rassemblement national. Comment vous réagissez? Est-ce que vous y voyez une ultime tentative de la part de François Bayrou de se maintenir? Un coup de poker? Je n'y crois pas une seconde. Je verrai François Bayrou cet après-midi à 15h et je lui présenterai le plan de l'UDR de réduction de 100 milliards d'euros des dépenses publiques. Et dans ces 100 milliards d'euros de réduction publique, il y a autour de 20 milliards d'euros immédiatement de réduction des dépenses liées à l'immigration, notamment sur le fait qu'on verse les prestations sociales, les allocations familiales, les allocations logement aux personnes qui ne travaillent pas. Vous avez déjà sa réponse, vous l'avez entendu dimanche, M. Ciotti. Mais il me l'a déjà donné. Il va vous dire que vous stigmatisez ces personnes-là. Oui. Vous savez, il me l'avait dit, c'est M. Lombard qui me l'avait dit avec lui, il y a un an. Il m'avait dit, là-dessus, on n'est pas d'accord pour des raisons idéologiques. Voilà. Et cela veut tout dire, parce que ceux qui nous gouvernent, depuis 2012, avec l'élection de M. Hollande, mais aussi depuis 2017, avec l'élection de M. Macron, qui était le ministre de M. Hollande, sont guidés, animés par une idéologie socialiste, de gauche. La réalité, elle est là. Et ce que je déplore, c'est que certains de mes anciens amis se soient ralliés à cette idéologie de gauche. Et quand je vois hier M. Retailleau participer à un déjeuner à l'Élysée autour de M. Macron pour savoir si le Premier ministre doit être socialiste, les bras m'en tombent. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Il aurait dit ce serait sans nous si tel était le cas. Oui, mais enfin, il veut voter la confiance. Donc, les bras m'en tombent. On verra si tous les députés LR, enfin ce qu'ils vont faire. Et dans ce cas-là, sur ce sujet, puis on va revenir quand même à la confiance pour vous, est-ce que vous dites aux députés LR qui aujourd'hui se disent « je ne peux pas voter la confiance pour des tas de raisons », est-ce que vous leur dites « rejoignez-moi » ? Je les appelle naturellement à ne pas voter la confiance à M. Macron, parce que M. Bayrou, finalement, ce n'est qu'un énième avatar du macronisme. Parce que M. Ciotti, M. Retailleau explique qu'il la vote pour des raisons de stabilité. Oui, ça c'est un alibi pour rester en poste et en place. Mais la confiance, moi je ne la voterai pas à M. Macron et j'appelle... Quoi qu'il arrive, ces prochains jours jusqu'à lundi. Je ne voterai pas lundi prochain cette confiance pour l'ensemble de leur œuvre. Bien sûr, pour le fait qu'ils aient doublé la dette. Depuis 2012, la dette en 2012, quand Nicolas Sarkozy a été battu, était de 1 900 milliards d'euros. C'était beaucoup, nous y avons pris notre part, j'en conviens, je ne dis pas que c'est... il y a une responsabilité donc la question de la responsabilité est légitime, chez les gouvernants, ce ne sont pas les Français. Mais depuis 2012, elle a doublé. On finira ce quinquennat à 3 800 milliards de dettes. Ça veut dire que ça a doublé. La responsabilité, elle est chez ceux qui ont gouverné. C'est une honte d'en accabler les Français, et notamment d'accabler les retraités. C'est totalement scandaleux. Les retraités, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont payé des cotisations, et aujourd'hui, on vient leur faire les poches. C'est totalement honteux, l'argument de Bayrou là-dessus, sur les boomers, mais c'est ridicule. Mais alors, qu'il balaye devant sa porte. Résumons votre entretien. À 15h, si j'ai bien compris, vous serez avec le Premier ministre à Matignon.
vous avez des divergences idéologiques nettes. L'après 8 septembre, c'est quoi alors? Emmanuel Macron a demandé donc hier au chef du bloc central d'imaginer tout ce qui peut arriver, des consultations et des solutions politiques, sauf LFI et le RN. Tandis que l'ancien président Nicolas Sarkozy estime à l'inverse que le RN fait partie de l'arc républicain. Quel signal envoie l'ancien chef de l'État? Il a raison, c'est un constat. Mais comment nier une telle évidence de la part de ceux qui nous gouvernent? Comment ostraciser, mépriser, insulter des millions d'électeurs, 11 millions en juin dernier, sans doute aujourd'hui 15 millions si les élections avaient lieu aujourd'hui, parce qu'on voit bien que ce qui s'est passé depuis un an n'a fait que dégrader la situation de notre pays. Il y a un an, il y a plus de chômage, il y a plus de dettes, il y a plus d'impôts, il y a plus d'insécurité, il y a plus d'immigration et il y a moins de services publics qui fonctionnent. Donc qui peut dire que le choix qui a été fait l'année dernière d'ostraciser, de mettre de côté une majorité de Français, de les insulter, de les traiter de fascistes, de nazis, comme je l'entends tous les jours dans la voix de certains élus, comme le maire de Nice qui insulte une partie des électeurs. On va parler de Nice. Comment accepter cela? Aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui veulent une rupture avec ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent, ils sont tous ensemble aujourd'hui. Ils ont failli. Mais ça veut dire, attendez, ils ont échoué, donc il faut les changer. Ça, c'est simple, la politique. Mais s'il y a dissolution, c'est simple. Oui, c'est suivre le peuple. C'est aller vers le peuple. Ça veut dire que la dissolution serait de fait, synonyme de clarification aujourd'hui? Je le pense. Ça dépend du Front républicain. Vous pensez qu'il sera moins fort que la fois dernière? J'ai la faiblesse de croire que les Français ont mesuré combien on les avait abusés, trompés l'année dernière, et particulièrement les LR. Et je lance cet appel aux LR. Je leur dis de venir vers moi, parce que c'est moi qui ai gardé cette ligne. Que va-t-il se passer? Ils vont disparaître. Ils ne seront que l'appendice d'un macronisme agonisant et finissant. C'est terminé. Ils le disent eux-mêmes. Le macronisme, c'est fini. Et ils ont choisi le moment où le macronisme était fini pour s'y rallier. Pour l'intérêt général, disent-ils. L'intérêt général, où il est l'intérêt général? Maintenir dans la situation quand même, du avoir pays. Un budget. Vous voyez bien la situation des finances publiques, ce sont eux qui gouvernent aujourd'hui, ce n'est pas nous, ce sont eux qui ont mis le pays dans cette situation. Monsieur Macron, depuis 2017, j'évoquais le doublement de la dette Hollande-Macron, mais Monsieur Macron tout seul, c'est 1100 milliards d'euros de dette de plus, c'est le n'importe quoi qu'il en coûte, c'est ses dépenses pour acheter un électorat. Ce matin, sur CNews et Europe 1, imaginons dissolution, imaginons même majorité absolue pour le RN, dont vous êtes l'allié. Donc le RN est... Pour notre coalition. Voilà, pour votre coalition, effectivement. Jordan Bardella Matignon, vous dites qu'en l'espace de quelques mois, quelques années, tous ces sujets vont être... vous allez inverser une tendance lourde. Mais bien sûr, regardez, avec des mots aussi profonds. Regardez ce qui s'est passé dans les pays qui ont du courage. L'Italie, avec Giorgia Meloni, qui a fait l'alliance des droites que je porte, que je prône, que je souhaite. Il y a Forza Italia de M. Berlusconi, il y a le parti de Matteo Salvini, il y a son parti. L'Italie est en train de nous doubler dans tous les domaines. La dette, les déficits diminuent, l'insécurité diminue, l'immigration. Regardez ce qui se passe en Argentine avec la baisse des dépenses publiques. Regardez aussi ce qui se passe aux États-Unis. Quand on a des élus qui disent qu'ils appliquent ce qu'ils promettent lors des élections, les Français ne supportent plus ce système où on leur promet monts et merveilles avec des grands discours avant les élections, et puis quand on est au pouvoir, plus rien ne se passe. L'enjeu, il est énorme. Je mesure la difficulté de la tâche. On est dans un pays qui est au bord de l'abîme et qui, à bien des égards, dans certains secteurs, est déjà dans l'abîme. On voit l'état de l'école, l'état de nos hôpitaux, on voit les difficultés de beaucoup de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté avec des difficultés de pouvoir d'achat. On voit des personnes âgées qui ont du mal à se soigner. Et puis on est dans des délires où on demande des efforts aux personnes âgées et on finance à 100% tous les soins des étrangers en situation irrégulière. Vous appliquerez exactement c'est du bon sens. ce que vous énoncez notamment ici, et j'imagine que c'est aussi l'axe de votre campagne au municipal, puisque vous l'avez énoncé clairement, même si beaucoup s'y attendaient. Évidemment, vous êtes candidat au municipal à Nice face
face à Christian Estrosi. S'il devait y avoir, pour conclure, Éric Ciotti, un argument face justement à Christian Estrosi que vous allez mettre en avant, qui sera le pilier, l'élément fondamental de votre campagne, quel serait-il? D'abord, réduire la dette, face à lui. les déficits et les impôts. Ma première mesure, c'est de baisser la fiscalité. Vous avez le même... Non. Monsieur Estrosi a doublé la fiscalité à Nice et encore l'année dernière, dans le débat il a augmenté la taxe foncière de 25%. Non, mais quelle différence entre vous et lui? Mon premier engagement, c'est de diminuer cette fiscalité. C'est la gestion, le respect de l'argent public. Et puis, je dirais peut-être le premier argument, on parlait du bilan du macronisme. Monsieur Estrosi est le premier des macronistes à Nice. Rappelez-vous, il avait quitté François Fillon pour soutenir M. Macron en 2017. Donc, vouloir le changement en France, vouloir la fin du macronisme, ça commence aussi par faire battre le premier des maires macronistes de France, puisque M. Estrosi est le premier maire macroniste de la plus grande ville de France. Donc, il y a cet argument de dire il faut changer et il faut envoyer un signe. Et puis, pour Nice, c'est rétablir l'ordre dans les comptes. Je l'ai dit, avec une baisse des impôts, je m'y engage dès mars prochain, et rétablir l'ordre dans la rue aussi, parce que c'est une ville qui, malheureusement, est en train de basculer avec beaucoup de difficultés. On a bien compris que la campagne, là encore, avait déjà commencé. Je peux dire frères ennemis pour vous et M. Estrosi? Ce n'est pas le débat. On a des oppositions de fond. Je l'évoquais sur le positionnement politique, c'est important. Être macroniste, ce n'est pas neutre aujourd'hui, parce que c'est ce qui a abîmé le pays. Et puis, il y a des oppositions sur le respect de l'argent public, sur la considération pour les gens. Mais ça ne nous échappe pas qu'il y a quand même deux personnalités qui nourrissent une animosité. Chacun a des personnalités différentes, mais ça, là n'est pas le cœur. Je cite le titre de votre ouvrage, « Je ne regrette rien ». Vous nous direz si après les municipales, vous ne regretterez rien également. Merci Éric Ciotti. Vous le direz depuis la mairie de Nice. Nous verrons cela. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt.